Qui décide de ce qui est une meilleure version de soi? Qui décide de ce que c'est la meilleure version du corps? J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Sama Karaki, docteur en neurosciences. Depuis près de 20 ans, Sama étudie l'impact du stress sur notre cerveau, les méthodes qui existent pour le gérer et apprendre à maîtriser son anxiété, mais aussi comment manier sa plasticité cérébrale pour progresser chaque jour. Le prédateur te court après. Prends une drogue récréative. Comme ça, tu le vois plus. Alors qu'il te court après. C'est là le danger. C'est-à-dire que cette drogue récréative, elle va résoudre ton anxiété. Elle va pas résoudre le danger qui a causé cette anxiété. Notre cerveau réagit au stress psychologique de la même façon qu'une agression physique. Mais qui tire sur le ressort? Ça veut dire qui produit cette aliénation, cette distance. En effet, pour Sama, l'intelligence n'est pas un talent inné, c'est un muscle que l'on peut travailler et elle nous partage comment y arriver dans ce nouvel épisode d'InPower. Travailler sur soi n'est pas forcément ce qui nous fera sentir mieux. De s'arrêter et de se regarder, c'est l'inverse de la distraction. Ce n'est pas le travail qui consiste à juste vivre. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Sama Karaki. Bonjour Sama. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower, je suis très contente de te recevoir. Tu sais que les épisodes avec des neuroscientifiques, c'est toujours hyper demandé et je trouve ça chouette parce que en vrai c'est assez fou de se dire qu'il y a un engouement autour des docteurs en neurosciences aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est le cas, tu nous en parleras. Il y a pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, le sujet de l'intelligence, le sujet de la méritocratie, le sujet de la créativité. J'ai bien envie aussi qu'on parle du développement personnel et des limites du développement personnel. Mais avant tout ça, Sama, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites? Alors, je m'appelle Sama Karaki. Mon prénom et mon nom semblent un peu étrangers parce que je suis libanaise. J'ai grandi au Liban. J'ai fait des études de biologie moléculaire et d'écologie. Je faisais du théâtre tout en faisant semblant d'être à la fac de bio. Et après, donc, je suis venue en France et j'ai continué mes études d'abord en biologie évolutive et en écologie, et ensuite en neurosciences, par hasard, donc sans aucune ambition particulière. Et ensuite, aujourd'hui, je me méfie de ce trend dont tu parles, tu as le trend des neurosciences, parce que je porte un regard très critique envers les méthodologies et les interprétations que nous pouvons faire. Donc, comme c'est très demandé, on peut avoir tendance à simplifier jusqu'à déformer ce que c'est notre cognition, notre pensée. Et donc, je suis fascinée par ces sujets et j'essaye de les, je ne vais pas dire transmettre, parce que je commence à me fatiguer, à sentir fatiguée de ce terme, parce qu'il y a quand même une posture condescendante dans la transmission, mais d'exposer, de les partager d'une manière qui ne les déforme pas. Parce qu'en fait, très vite, on va tomber dans des idées comme nous avons un cerveau droit, un cerveau gauche, nous avons une capacité de 90% de nos ressources qui ne sont pas utilisées, que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes capacités d'orientation spatiale. Et nous allons en fait trouver très facilement des scientifiques qui vont dire « oui, mais bon... il faut bien qu'on donne des métaphores, par ce souci de parcimonie, par l'élégance des métaphores. » Et je pense qu'en fait, dans les sujets que je défends, que des fois ces métaphores deviennent dangereuses, comme ce que nous pensons de l'intelligence, du mérite, de la créativité. Et c'est là où je suis le plus fascinée. Très intéressant. Déjà, je me demande, pourquoi tu n'as pas continué le théâtre ? C'est intéressant. Je pense que je voulais avoir une forme de certitude, de sécurité économique. Et je pense que ça vient aussi de mon milieu d'origine. D'ailleurs, de toute façon, les personnes qui s'émancipent le plus dans ce genre de métiers, qui sont des métiers à risque, sont en général, d'une manière universelle, beaucoup plus fréquemment viennent des classes moyennes supérieures, parce qu'il faut quand même prendre des risques dans des métiers qui n'ont pas nécessairement un futur stable. Donc j'étais un peu prise dans cette recherche de quelque chose qui pourrait me donner une forme de sécurité pour le futur. Je m'intéresse moins à cette question, mais je pense aussi parce que je l'ai. Donc je ne porte pas de jugement envers les personnes qui laissent tomber peut-être des fois des désirs profonds et qui prennent moins de risques. Je peux comprendre l'envie d'aller au-delà de l'incertitude quand on vient de milieux défavorisés. Tu l'as vécu comme un sacrifice ou pas ? Pas du tout.
Ok. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, qu'il y a beaucoup de théâtre, en quelque sorte, dans la molécule. Dans la biologie. C'est-à-dire qu'en fait, les comportements des animaux, les comportements humains et même le fonctionnement des plantes sont fascinants. Moi, j'ai jamais compris cette dualité science et art, ou science et spiritualité même. C'est très à la mode aujourd'hui de dire oui, les scientifiques. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de magie dans le réel et dans le savoir de comment nous fonctionnons. Mais j'ai l'impression, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir ton expertise sur le sujet, justement un peu ce mythe du cerveau droit, cerveau gauche. D'où est-ce qu'il vient ? Et est-ce qu'il n'y a pas une part, en tout cas un fond de réalité, dans le sens où, moi, de ce que j'ai pu observer des personnes que j'ai rencontrées, par exemple, moi j'ai fait mes études à Sciences Po, et c'est vrai que c'est généralement des personnes qui n'étaient pas du tout bonnes en sciences dures. C'était vraiment, du coup, je crois, le cerveau droit, en gros, c'était des personnes très philosophie, très sciences sociales, très débat d'idées, vachement là-dedans. Et à l'inverse, du coup, j'étais très admirative. Il y avait un double diplôme qui était avec, je crois, l'université que tu as fait, Pierre et Marie Curie. Il y avait un double diplôme Sciences Po et Pierre et Marie Curie, avec des personnes qui faisaient du coup en parallèle une licence de chimie ou de bio. Et j'étais fascinée, je me disais, mais comment est-ce qu'ils arrivent à avoir ces deux intelligences qui, moi, me paraissaient en effet assez opposées ? Oui, alors déjà, quand tu dis, Louise, deux intelligences, c'est là où ça commence à être une déformation de ce que c'est, parce que c'est exactement la même qui nous permet de construire n'importe quel savoir, quelle connaissance. C'est-à-dire, écrire un vers de poésie, c'est le même processus que celui de résoudre une équation mathématique, que celui de déchiffrer un mot pour quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, que celui de théoriser et de celui d'avoir cette conversation. Après, ce n'est pas les mêmes manifestations. C'est Jacques Rancière qui fait sa différenciation. Les intelligences ne se manifestent pas de la même façon. Par contre, c'est la même intelligence, qui me permet de passer de quelque chose que je ne sais pas à quelque chose que j'ignore, à quelque chose que je sais. Et donc, c'est là où il y a déjà une erreur, c'est dans notre obsession de catégoriser, ce qui d'ailleurs historiquement ne l'était pas. C'est-à-dire ce que tu es en train de dire qu'à Sciences Po, ils savent parler avec des allégories et faire et penser. Et ailleurs, on va être plus dans l'expérimentation, et ailleurs, on va être plus dans la création. En fait, ces phénomènes ne sont pas si éloignés. En fait, c'est les mêmes phénomènes qui se produisent dans le cerveau. Donc déjà, c'est intéressant parce que ça nous invite à réfléchir, est-ce qu'on a besoin de faire une hiérarchie des intelligences et une hiérarchie des spécialisations. En fait, finalement, c'est les mêmes processus. En fait, si on revient quelques siècles en arrière, les mêmes personnes qui faisaient des sciences faisaient aussi en fait, de l'art et faisaient aussi de la politique et même faisaient aussi, à l'époque, les faits religieux. Réfléchissez aussi à la spiritualité. Donc, ok, nous avons une obsession de nous catégoriser, de nous compartimentaliser. Donc ça revient aussi à une tradition très cartésienne de binarité de l'esprit et du corps. Et en fait, plus on se voit comme des êtres, non seulement nous, le corps et le cerveau, qui sont en fait, voilà, le cœur par exemple, cette idée que mon cœur et mon cerveau qui luttent, moi je suis plus rationnel, moi je suis plus intuitive. C'est aussi ça, c'est des fables qu'on se raconte sur nous-mêmes. Déjà le cœur, il bat, c'est tout, il quoi. Bat, c'est une organe pompe qui va en fait générer la vitesse du trafic. Ça, moi je trouve ça très poétique, hein, mais ça reste quand même une obsession de nous diviser. Alors pourquoi en fait ça nous rassure de dire, alors même le cerveau droit, cerveau gauche, je pense scientifiquement ça ne tient pas, parce que le processus créatif par exemple, le processus de résoudre, de faire un raisonnement abstrait comme faire des maths, c'est exactement les mêmes phénomènes qui se produisent, hein, qui est de se projeter dans une configuration abstraite, d'utiliser son imaginaire tout en puisant dans ses connaissances passées. C'est toujours ça, hein, c'est créer, c'est parler, utiliser le langage. Je suis en train de faire exactement, en choisissant mes mots, je suis en train aussi de faire des fois des phénomènes subversifs, de faire de la créativité en fait. Si je dis pas ce que toi tu as prédit que j'allais dire. Sauf qu'on va pas dire que c'est de la créativité, mais c'est un maniement très sophistiqué en fait de symboles. Je suis pas que je suis en train de le faire, je dis qu'on pourrait le faire. Et en fait, du coup, on peut se demander pourquoi on est obsédé par cette idée de cerveau gauche, cerveau droit. On peut penser aussi aux intelligences multiples. Ah bah non, c'est pas cerveau gauche, cerveau droit, c'est est-ce que je suis kinesthétie, est-ce que je suis intrapersonnel, après on pense aux tests de personnalité et soft MBTI, skills et un MBTI, tout ça. En fait, tout cela repose que y a un journaliste au New York Times qui appelait ça l'astrologie du bureau. Je trouve ça, voilà, c'est ça, parce que c'est en fait c'est la même pseudo-science en quelque sorte dans laquelle on a besoin de lire un texte qui nous dit qui nous sommes.
Ça nous donne une forme de linéarité, en fait, entre mes comportements et mes traits. C'est comme si, en fait, il y a des dispositions qui expliquent ce que je suis. Et encore plus rassurant, tu as des dispositions qui expliquent ce que tu es. Et ça me permet de dire, les gens de Sciences Po, ils sont plus pragmatiques au niveau de la pensée, et des autres, ils sont comme ci, des comme ça. Alors, en fait, bien sûr, on a des facilités qui deviennent des facilités parce qu'on les pratique. C'est-à-dire cette personne qui est à Sciences Po, ça fait quand même plusieurs années qu'elle baigne dans cette forme de réflexion. En fait, on le voit très bien, rentrer à Sciences Po et sortir de Sciences Po, il y a une façon de parler. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? En fait, on a baigné, on était dans une immersion qui finit par confondre par ce que nous sommes. En fait, c'est juste le cerveau est à l'image de ce que nous pratiquons. Et aussi, il est à l'image de ce que nous croyons que nous sommes capables de pratiquer. Ça veut dire que si je me pense scientifique, je vais singer en quelque sorte les codes des scientifiques. Alors en fait, je ne dis pas donc que nous sommes semblables, je ne dis pas que nous sommes tous avec les mêmes capacités scientifiques, capacités créatives et tout ça. Par contre, nous prenons des directions, nous dérivons, et ces dérives font de nous finalement des êtres avec des traits de l'extérieur qui peuvent paraître différents. Mais il faut qu'on laisse tomber notre acharnement à tester et à quantifier, à donner des couleurs et des ENFP, je sais pas quoi, parce que nous sommes beaucoup plus complexes pour qu'un test puisse évaluer qu'est-ce que j'ai comme tendance psychologique. Moi, en effet, je pense que ça rassure et puis ça va aussi dans cette mouvance d'obsession de la connaissance de soi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours surpris. C'est vrai que si on remonte à l'Antiquité, Platon, il était et mathématicien et philosophe. C'est quand même des réalités qu'on ne voit plus trop aujourd'hui. Est-ce que c'est la société qui veut à tout prix qu'on se spécialise ? Est-ce que toi, tu es contre cette spécialisation un peu de l'homo economicus que notre société essaye de nous faire faire ? Je serais plutôt pour relativiser la part de notre métier dans notre vie. Nous sommes des êtres beaucoup plus multiples que ça. Je peux être spécialisée dans un métier, mais ne pas effacer toute la multiplicité de ce que je suis à l'extérieur. C'est-à-dire que je ne suis pas, on confond des fois ce que nous faisons pour ce que nous sommes. Et je ne dis pas qu'il est possible de savoir ce que nous sommes. Je ne suis pas du tout je ne crois pas que le soi existe, que le self existe. On est en mouvance et en transformation continue. Et en plus, ce self, il est situé dans un écosystème. Et donc, nous sommes incarnés quelque part. Et donc, je ne maîtrise pas ce qui change autour de moi, donc ça ne sert à rien de chercher ni le soi, ni ses meilleures versions. Déjà, ça c'est fait. Mais par contre, c'est intéressant de se poser des questions. C'est ça qui, en fait, ça veut dire cette rumination. Même, prenons un test de personnalité. Même si je passe un test de personnalité, sachant que je n'ai je ne leur trouve aucune légitimité, mais ça me pousse à réfléchir à quelque chose. Il y a quelque chose qu'on appelle pseudo-profound bullshit. Ça veut dire un peu comme si tu suis un gourou sur Instagram et tu lis une phrase le matin qui, je sais pas, prendre le pouvoir de sa vie par le vol des papillons. Ok, en observant le vol de papillons. Et ben en fait, tu vois, c'est de pseudo-profound bullshit, mais ça va te permettre de réfléchir à quelque chose. C'est pas important quoi. C'est pas important. C'est un peu comme des fois on fait des thérapies et c'est le geste de la thérapie qui te permet d'aller mieux. Et en fait, du coup, je ne dis pas jetons tout à la poubelle. Même l'astrologie, auquel je ne crois pas du tout, je trouve que c'est intéressant. Après, je viens d'une famille qui est très spirituelle aussi, donc j'ai grandi avec la preuve vivante dans mon corps du bien-être que ça procure. Donc je ne porte aucun jugement sur nos croyances. Par contre, c'est bien qu'on prenne un peu un recul en disant ça me pousse à réfléchir. Ça me pousse à réfléchir aux sphères de ma vie, mais peut-être de tenir à cette idée que je suis beaucoup plus multiple qu'un test. Ouais. Je suis beaucoup plus multiple que mes skills, qu'elles soient soft ou autres. Et qu'en fait, on ne peut pas, par des réponses à des questions, me dire qui je suis. Et quel est le risque à confondre ce que nous faisons avec qui nous sommes ? Je pense que le risque le plus pernicieux, c'est de nous hiérarchiser, c'est de nous mettre en distinction. Parce que je pense que le fond de la thèse sur laquelle je travaille, c'est l'égalité de l'estime. Je ne dis pas que nous sommes semblables.
Je pense que nous avons des compétences différentes, mais déjà nous avons des expériences différentes, en plus du fait que nous avons des déterminismes différents. Et je suis d'ailleurs, ce qui me fascine, c'est comment les déterminismes font de nous ce que nous sommes, et aussi comment nos marges de liberté viennent interagir avec ces déterminismes. Voilà, c'est déjà, on arrête l'idée qu'elle défend que tout le monde est pareil et qu'on est déterminé par... Non, nous avons des marges de liberté qu'il faut arracher au déterminisme. Déjà, il faut qu'on ait l'humilité suffisante d'admettre que ce que nous sommes, et même ce que nous faisons, n'est pas lié à notre volonté. C'est qu'en fait, je veux bien défendre que nous avons une marge de liberté, mais il faut d'abord partir du postulat que nous n'avons pas de libre arbitre. Ça, si je veux vraiment être honnête envers les neurosciences, le domaine de ma spécialisation, le libre arbitre serait une fiction totale. C'est-à-dire que tout ce que je crois être en train de choisir est déjà déterminé, mais par quoi ? Par tout ce que j'ai vécu avant. C'est nos habitudes, c'est tout ce que j'ai construit comme automatisme. Comme c'est beaucoup plus rapide et comme c'est beaucoup moins coûteux, c'est ce qu'on appelle le chemin de moindre résistance. Donc je crois choisir, mais en fait je suis en train de me comporter selon les déterminismes de ce que j'ai déjà vécu, et puis je rationalise. Et donc avec ce regard, avec cette connaissance et cette humilité envers ma capacité de penser pour moi et contre moi, je me dis, ok, je en prends conscience, et de temps en temps, je pense contre moi. Parce qu'on ne peut pas faire ça en continu. C'est-à-dire, il faut admettre que la majorité de ce que nous faisons est déterminée déjà par nos états de fatigue. Par exemple, j'ai passé une sale nuit parce que mon fils est malade. Mes performances sont extrêmement différentes, je dirais. Des fois, c'est mieux, parce que des fois, on perd des filtres, des murs, et on lâche prise. Mais en même temps, je suis façonnée par ce que j'ai vécu cette nuit. Et en fait, admettre ça, et puis de temps en temps, avec la disponibilité mentale qui peut nous rester, on peut penser contre soi. Mais il ne faut pas prétendre ni faire croire aux autres que nous sommes continuellement en train de faire des choix conscients et actifs. Par contre, des fois, tu prends des choix qui font que par exemple, tu sors d'une situation qui t'opprimait. Oui. Et en fait, après, tu commences à accumuler sur cette réalisation une forme de vie qui te permet de vivre mieux. Ça veut dire, tu peux dire, oui, j'ai façonné qui je suis, mais en fait, avec l'humilité de considérer que la majorité de ce qui fait de nous ce que nous sommes est extérieur à nous. Et donc, en fait, par-delà, pour ne pas rester théorique, attribuer à nos amis, à nos amoureux, aux gens que nous aimons, peut-être aux choses aussi, peut-être aux gens que nous lisons, à nos rencontres, au fait, par exemple, d'être en France, tout simplement. En fait, je viens de rentrer de chez moi, de Beyrouth, je sais que je serais incapable de produire la même pensée de Beyrouth. Je sais que cette géographie, que l'histoire, que le bruit, que le chaos ne me permet pas de réfléchir de la même façon. Et donc, regarder en permanence où nous sommes situés, ou en tout cas le savoir d'une manière que je suis située quelque part, qui me donne la possibilité d'être ce que je suis. Et finalement, de faire l'expérience de cette liberté qui est quand même extrêmement mince. Alors, si je veux du coup être un peu plus optimiste, dire alors en fait, ça veut dire qu'on choisit rien. Et c'est là que c'est intéressant. Spinoza, par exemple, et les neurosciences le rejoignent aussi. C'est que... nous avons, alors en fait, je ne sais plus quel scientifique a utilisé ce terme que je trouve c'est une femme, qui dit « si on n'a pas de free will, nous avons de free want ». Je trouve ça intéressant, ça veut dire que je peux des fois nager contre mon propre courant. Et par exemple dire « je ne vais pas la fumer, cette cigarette ». Il est possible que je le fasse. Et il ne faut pas par contre prétendre que nous avons cette capacité en permanence. Et aussi, bien sûr, l'idée principale, c'est avoir de l'empathie pour les battus et aussi pour les autres. Quand nous, we made it, tu vois. Parce qu'en fait, la société, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que le danger de confondre ce que nous sommes avec ce que nous faisons, c'est la distinction. C'est-à-dire de croire que nous, on est les battants, et eux et elles sont les battus. Et en fait, ça veut dire que j'ai de la compassion pour moi-même, j'ai de la compassion aussi pour les autres, et continuellement dire, je ne sais pas ce qui a fait de toi ce que tu es. Et d'ailleurs, ce n'est pas de ma responsabilité de le savoir. Alors là, tu peux te dire, alors on fait quoi ? On laisse tout tomber ? Et en fait, non, c'est pas du tout fataliste, parce que la marge de manœuvre, cette marge de liberté, elle prend sens quand on s'organise collectivement. Est-ce que tu peux me donner un exemple récemment d'une fois où tu as pensé contre toi-même ? Oui, alors il n'y a pas très longtemps, mais ce serait très intime.
c'est par rapport à comment je gère mes relations avec ma famille, comme j'étais au Liban. Je pense que je suis pas prête à aborder cette... Mais oui, mais effectivement, des fois, j'ai des patterns, un peu comme des habitudes, en fait, des habitudes émotionnelles, dans lesquelles, quand je pense d'une manière rationnelle, je me dis, il faut que je fasse telle chose. Et puis, dans mes émotions, je finis par céder, à reproduire des patterns. Et je me suis forcée à aller au-delà. À aller au-delà. Et puis aussi, ce matin même, j'étais très fatiguée et j'ai fait des exercices un peu de yoga, flexibilité. Et c'était vraiment pensé contre moi-même, parce que j'avais totalement envie de faire autre chose. Et voilà, en fait, c'est des gestes qui ne sont pas si compliqués que ça. Et je veux dire, oui, mais c'est de développement personnel peut-être. Donc pour dire aussi que quand je critique le développement personnel, je ne critique pas ce qu'on fait pour aller bien. Je critique par contre l'idée que c'est une réalisation, ouais. C'est une réalisation qu'on doit aussi utiliser comme forme de distinction par rapport aux autres, alors qu'en fait c'est une escale qui me permet en fait de me ressourcer et puis de venir te voir et avoir cette conversation. Mais est-ce que du coup, parce que dans le discours que j'entends, que je comprends et que je plus sois, mais dans cette idée que on est tous égaux dans l'estime et qu'il ne faut pas hiérarchiser finalement tout un chacun. Est-ce que tu as quand même cette volonté de t'améliorer ? J'ai l'impression que c'est humain. J'ai l'impression que personnellement, j'ai une source de joie dans le fait de progresser. Après, c'est peut-être un leurre, c'est peut-être c'est sociétal, mais du coup, il y a cette idée qui est sous-jacente quand même, in fine, de hiérarchie, parce qu'on est dans une... Après, ça peut être envers soi-même. Moi, j'essaye juste de devenir my better self, à savoir la meilleure version de moi-même. Oui. Comment tu te situes par rapport à ça ? Alors, s'améliorer, oui. C'est le principe même de l'apprentissage. C'est un désir qui naît de ce qu'encore Rancière appelle le savoir de l'ignorance. Ça veut dire, je sais que j'ignore quelque chose. Alors ça peut être, mon corps sait qu'il ignore cette posture. Et en fait, du moment où je l'ai vu, je l'ai senti dans mon corps, il y a un désir de le savoir. C'est comme ça qu'un bébé explore, tu vois, il prend ce verre, il le renverse par terre. Il a eu un désir, il s'améliore en fait. Il s'améliore parce qu'il s'intéresse à ce qui s'est passé et il est en train de faire des maths et de la physique quand il jette des objets par terre. Il est en train de regarder, dis donc, quand je verse ce verre, ça tombe par terre. Et il va reproduire, un peu comme on fait des exercices, et il est poussé par un désir qu'on appelle intrinsèque pour s'améliorer. Alors moi j'aime bien dire pour maîtriser quelque chose. Et bien sûr qu'il y a un plaisir. Tu sais, les jeux vidéo sont basés sur ce plaisir que nous avons quand tu franchis un niveau. Et en fait, il n'y a personne qui te dit bravo, n'est-ce pas ? C'est juste, tu sais que tu as franchi un niveau, et du coup, tu es motivé pour continuer. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, on apprend par renforcement, des fois, ça veut dire que tu t'entraînes, et puis hop, tu sens que ton muscle a appris un geste. Ou tu lis, et hop, tu sens que maintenant, tu as compris ce principe. N'importe quelle maîtrise, elle peut être mauvaise aussi. Parce que cette amélioration, elle n'est pas morale. Tu vois, par exemple, si je suis quelqu'un de violent et je m'entraîne à bien taper fort et à faire mal, je suis en train de m'améliorer, mais d'une forme qui n'est pas judicieuse pour faire société. Donc en fait, il faut bien se rappeler aussi que des personnes qui sont très minables pour les autres peuvent être au top de leur soi-même. C'est-à-dire c'est le cas de pas mal de politiques à travers le monde. Hein. Complètement. Ouais. Donc en fait, cette quête de soi, elle n'est pas une quête nécessairement ascendante moralement, et elle n'est pas non plus une quête qui vise la distinction. Ça veut dire, elle répond à un désir profond de maîtriser le monde. Pas dans le sens de le dominer, mais de le comprendre. Et c'est quelque chose qui anime tout être vivant. Enfin, tu mets une souris dans une cage, elle va aller explorer les coins. Elle est en train de s'améliorer. Mais elle le fait ni pour nous, ni pour conquérir quelque chose, et bien sûr, ni pour... elle peut le faire aussi pour devenir plus forte, pour qu'elle puisse se défendre aussi, ou qu'elle puisse aussi attaquer. Donc en fait, voilà, c'est juste ramener cette idée que l'amélioration n'est pas nécessairement à viser de réussite, ni à viser de performance, finalement. De performance. Il y a un plaisir que nous prenons quand on... En fait, voilà, l'idée que le cerveau est fainéant, je ne suis pas du tout d'accord d'ailleurs avec l'idée, quand on est dans une zone de confort, hop, on envoie un message à nos ex, tu vois. Ce serait ballot. En fait, nous sommes, notre cerveau, il cherche un relief émotionnel. La platitude, c'est une escale. Mais finalement, on cherche les défis
On est intéressé par en fait un niveau de défi qui n'est pas très éloigné de nos capacités, mais qui est quand même quelque chose qui nous pousse à faire autre chose. Après, la question, c'est qui décide de ce qui est une meilleure version de soi, tu vois ? Parce qu'en fait, si, par exemple, prenons le corps, qui est même, on est dans une culture de corps, et c'est un peu le sujet de mon travail en ce moment, qui décide de ce que c'est la meilleure version du corps ? Et donc, en fait, quand moi, je vais me sentir bien parce que j'ai perdu 300 grammes sur la balance, qui a décidé que ça, c'est une meilleure version de moi ? Et c'est là aussi la question devient intéressante, c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on soit tous dans des quêtes qui pour poursuivre nos désirs. Et d'ailleurs, quand on est dans cette vraie quête, Rilke, dans une lettre pour un jeune poète, il lui dit « Sonde tes profondeurs, l'ironie n'y descend pas. Gagne tes profondeurs, l'ironie. » Dans le sens, en fait, que quand on est en train de poursuivre un désir intrinsèque, le regard des autres ne pèse pas. Après, il faut se méfier. Parce que, est-ce qu'on est capable, finalement, de nous détacher complètement ? Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre nos désirs avec avec les attentes ? Donc, ceux qui disent « Oui, moi, je le fais pour moi », attention, méfiance. On est aussi en train de le faire pour être aimé, pour être admiré, pour appartenir quelque part. Et c'est là aussi, encore une fois, je ne dis pas qu'il est possible que nous soyons des êtres complètement libres du regard des autres, mais on peut être des êtres qui l'admettent. Et qui l'acceptent. Et qui disent, plutôt que moi, que je fasse la bataille moi-même d'être contre le regard, il faut que collectivement on fasse quoi ? Qu'on change les attentes. C'est-à-dire plutôt que de dire à des personnes qui sont, par exemple, qui ont un poids supérieur à la normale, ce qui est projeté aussi comme une... Plutôt que de leur dire, travaille sur ta psychologie, ok, pour t'accepter et pour être fier de ce que tu es. Ben, en fait, collectivement, changeons le regard. Changeons, en fait, les attentes. Ça veut dire, comment peut-on demander à des personnes de se trouver belles quand on est immergé par un symbolisme de ce qui est beau qui nous exclut. Mais je pense c'est violent. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est impossible parce que ça va à l'encontre de l'intérêt du système capitaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des marques ont intérêt à créer du désirable et donc par définition établir une hiérarchie entre des corps désirables et des corps qui ne le sont pas. Sinon, il n'y a pas cette projection de rêve qui fait vendre aujourd'hui, d'aspiration à ressembler à. Donc si jamais ils finissent par dire en fait on hiérarchise plus les corps et on considère qu'ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, je pense que eux-mêmes ne s'y retrouveront plus financièrement et en termes de croissance. Enfin moi j'espère qu'un jour on y arrivera. Oui. Mais je pense qu'on a tellement construit notre système d'une manière complètement différente qu'il y aura des lobbies, en gros, qui lutteront toujours pour créer une forme de désirable. Et d'ailleurs, au fil des siècles, ça a toujours existé, elle n'a fait juste qu'évoluer, quoi. Alors, la loi du marché, la bête, se nourrit de nos mal-être, c'est clair. Ça veut dire qu'on crée le mal-être et après, on crée l'illusion de s'en sortir de ce mal-être par un autre produit. Et ce qui est très dangereux aussi, c'est que même les mouvements qui contestent, qui sont subversifs à l'encontre du capitalisme, finissent par devenir des produits du capitalisme. Mais juste pour rappeler que les mouvements contestataires rajeunissent le capitalisme. D'accord. Ça veut dire que, je prends l'exemple toujours il faut arrêter de porter des jeans nouveaux. Madonna, elle s'est mise à porter des jeans délavés. Eh ben voilà, on va te vendre des jeans délavés. Il ne faut plus répondre aux exigences de la minceur. Eh ben très bien, je vais te vendre des habits qui... tu vois, maintenant, on voit que toutes les marques vont faire cette inclusion. Mais c'est toujours, en fait, dans une optique qui n'a jamais questionné le beau, qui n'a jamais questionné le besoin que les femmes, en particulier, soient belles. Et donc, c'est ça, en fait, finalement, la pression que nous avons. Et donc, en fait, si tu veux, imaginer une bête qui regarde ce qui existe à sa marge et qui dit « Ok, je le transforme en produit ». Ça, le féminisme, eh ben, j'en fais des produits. Le bien-être, qui a été, en fait, à la base, un mouvement des militantes afro-américaines qui disaient qu'il faut que je me soigne pour ne pas que je perde la tête et que je sois capable de mener le combat que je mène, et ben en fait, le bien-être devient l'industrie capitaliste, une des industries capitalistes les plus élevées du monde. Mais est-ce qu'on doit toujours critiquer ça ? Enfin, parce que je pense au féminisme, et certaines sur les réseaux
j'ai des critiques de personnes qui justement me disent que j'en joue pour vendre. Mais en fait, non. Par exemple, j'ai écrit un livre qui est un essai sur les injonctions faites aux femmes. Je pense que les gens qui sont dans l'industrie du livre savent qu'on fait pas ça pour gagner de l'argent, mais aussi que c'est juste pour moi un moyen de partager un savoir, des théories, des réflexions, et c'est pas une stratégie financière. Donc, est-ce qu'on doit toujours rejeter le fait de vendre, même si c'est des causes, on va dire, qui sont plus nobles ou qui à la base n'existaient pas dans un but capitalistique? Enfin, tu vois, si le bien-être aujourd'hui, les applications de méditation qui existent permettent à beaucoup de gens de se sentir mieux, bah, j'ai envie de dire tant mieux. Alors, tu sais, je me pose exactement les mêmes questions que tu te poses dans mon travail. Je ne dis pas, je dis pas qu'il y a une posture morale. La loi du marché, elle est écrasante. Enfin, dire que je ne peux pas dire ah bah non, on quitte les applications. Voilà, on devient en fait dans une forme d'impuissance parce qu'on démissionne. On démissionne des lieux dans lesquels on peut avoir la voix. Moi, ce que je me dis en tout cas, pour rationaliser. Après, peut-être que moi-même, je transforme ma force contestatrice en produit. Il est très probable. Hein. C'est difficile aussi parce que cet acte de penser ce que je suis en train de faire et de le positionner quelque part par rapport à mes valeurs radicales est aussi un acte très coûteux énergétiquement. Donc, je ne suis pas sûre de bien le faire. Par contre, ce qui, par exemple, on a pris l'exemple du bien-être, ce qui est dangereux, c'est que le capitalisme crée le mal-être et plutôt qu'on combatte ce qui crée le mal-être, on prend des médicaments